Bonsoir tout le monde. On continue notre semaine à la Foire internationale de Metz. Même délocalisé, on s'intéresse à l'actualité locale dans la prochaine demi-heure. Voici les titres de ce mercredi 5 octobre. Au cœur de l'olympisme, c'est le thème de l'exposition présente à la Foire internationale de Metz. Cette édition est donc consacrée aux Jeux olympiques et s'étend sur plus de 1000 mètres carrés. On vous dévoile rapidement plus d'images. L'énergie solaire ne connaît pas la crise et encore moins à Creutzwald. Depuis 2 ans, un parc solaire thermique installé sur une friche tourne à plein régime au cœur du réseau de chaleur urbain. Comment ça fonctionne et qui en bénéficie? Réponse dans un instant. Et puis direction l'armée au cœur de la PMM, préparation militaire marine. Chaque mois d'octobre voit arriver une nouvelle promotion de stagiaires, pour la plupart encore lycéens. Un stage militaire pour apprendre à travailler en équipe, entre autres, et qui ouvre ensuite de nombreuses possibilités de métiers pour leur avenir. La météo de demain s'annonce ensoleillée. Malgré un début de matinée nuageux, le soleil sera généreux sur le reste de la journée. Côté température, 10-11 degrés le matin et 19 degrés au maximum. Le 3 octobre 1984, le FC Metz renversait le FC Barcelone malgré une défaite lors du match aller en Moselle. C'est l'histoire racontée dans la nouvelle bande dessinée L'Exploit, sortie à l'occasion du 90e anniversaire du club. Écrite et illustrée par nos 2 invités du jour, Marc-Antoine de Roubaix et Régis Hector. 2 invités qui nous rejoindront un petit peu plus tard dans cette édition. Mais avant, place à l'actualité. Et on démarre avec la santé. Selon un rapport du Sénat, 11% des Français de 17 ans et plus n'ont pas de médecin traitant en 2022. C'est l'un des dossiers évoqués par le ministre de la Santé lors du Conseil national de la refondation. François Braun a souligné un prochain objectif, avoir 10 000 assistants médicaux d'ici 2025, contre 4 000 aujourd'hui, pour permettre aux médecins de recevoir plus de patients. D'ici la fin du quinquennat, chaque Français doit pouvoir trouver un médecin traitant. Autre mesure, le service d'accès aux soins qui permet aux patients d'être pris en charge lorsque leur médecin n'est pas disponible. Un service qui devrait être généralisé en 2023. Pour l'instant, ce système n'est utilisé que dans une vingtaine de départements. Et enfin, parmi les autres points abordés par le ministre, la loi concernant le plafonnement des tarifs de l'intérim médical, qui devrait prendre effet au printemps prochain. Ces gardes ponctuelles pouvaient atteindre parfois plus de 4 000 € en Corse ou encore 2 000 € à Nancy. Elles devraient être plafonnées à 1 170 € à compter du printemps prochain. Parmi les autres dossiers, bien sûr, ceux de la gestion de l'hôpital public, le manque de personnel et les déserts médicaux. Tout ça a été mis en lumière. Vous pouvez d'ailleurs y prendre part sur le site internet conseil-refondation.fr. Santé, toujours. Nombreux sont celles et ceux pour qui aller chez le dentiste n'est pas une partie de plaisir. Et cela peut s'avérer encore plus compliqué pour les personnes atteintes de troubles cognitifs ou comportementaux. Alors pour y remédier, l'hôpital Bel Air de Thionville vient d'ouvrir une toute nouvelle unité de soins dentaires. Regardez. Une salle d'attente aux lumières colorées, des fauteuils bien moelleux, une projection et de la musique relaxante, loin de l'image parfois effrayante du cabinet dentaire. Ici, tout est mis en œuvre pour limiter le stress des patients souffrant de troubles cognitifs ou comportementaux. Tout est pensé. Depuis le parking, vous arrivez sur un parking PMR, personnes mobilité réduite. Les espaces sont grands, où on peut accueillir des personnes en brancard, en fauteuil roulant. Les patients passent 15 à 30 minutes dans ces salles d'attente qui s'appellent, c'est des salles d'attente type Snozelen, qui sont des salles d'attente à stimulation sensorielle pour pouvoir détendre le patient, pour qu'il ne soit pas en état de stress, pour qu'on puisse l'accueillir après dans la salle de soins de la meilleure des façons possibles. Et l'ensemble du matériel médical est mobile pour s'adapter à chaque patient. Dans cette unité de santé orale spécifique, les soins prodigués sont les mêmes que dans l'autre unité de l'hôpital. Mais les médecins ont bénéficié de formations pour prendre en charge le mieux possible la patientèle. Si l'ensemble du dispositif a coûté 500 000 € au CHR, pour le chef du service d'odontologie, c'est un investissement nécessaire. C'est indispensable. Il y a un vrai problème de santé publique pour les personnes présentant des handicaps
ou des troubles connectivo-comportementaux. Alors le risque vital au niveau bucco-dentaire n'est pas un risque significatif ou majeur, mais présente de nombreux handicaps aux besoins de tous les jours. Ça permet de limiter, on peut pas se prémunir de tout, mais en tout cas c'est aussi et surtout quand même pour offrir un accès aux soins de qualité aux personnes vulnérables qui par définition ont des difficultés à accéder et à se faire soigner. Si en 2 semaines, 200 patients ont déjà profité de cet espace de soins, ce sont 2000 personnes qui sont attendues en 2023. Et concernant notre économie locale, le sénateur socialiste de Moselle, Jean-Marc Todeschini, a proposé des chèques énergie plus élevés dans les régions plus froides. Je cite, « Donner la même aide à un foyer de Metz ou de Nice avec une différence de température moyenne en hiver de plus de 10 degrés n'est pas juste », a-t-il écrit à la première ministre Elisabeth Borne pour lui demander de moduler la somme allouée en fonction de la moyenne des températures. Focus sur un nouvel aspect de la Foire internationale de Metz. C'est une des attractions phares de l'édition 2022. Cette année, une exposition consacrée aux Jeux Olympiques s'étend sur plus de 1000 mètres carrés. Un voyage à travers les époques qui retrace les plus grands exploits sportifs. Visite guidée avec Jean Milon. Michel Bolt qui fait l'effort. Michel Bolt, champion olympique. Attention, chrono. Il a levé les mains. 68, nouveau record du monde. C'est la 5e médaille d'or, la 6e médaille de Michael Phelps ici, dans ces Jeux. C'est la 28e médaille olympique de sa carrière. Allez, incroyable, coup de tonnerre. Il va la décrocher, oui. Bravo. Il est champion olympique. De leurs origines antiques à Paris 2024, bienvenue dans l'Odyssée des Jeux Olympiques. Un véritable condensé d'histoire, peint à travers les différents objets d'époque, comme les médailles, les tenues, les mascottes ou encore les célèbres torches. Si on se met à tout lire, on y passe la demi-journée, hein. Mais bon, c'est très bien fait, il y a de belles vidéos qui sont marrantes, et puis les costumes, les médailles, enfin tous les objets qui sont dans les vitrines. C'était vraiment intéressant de les voir toutes près, comme ça, le détail et d'une édition à l'autre, voir l'évolution des torches, même la première, c'est un bout de bois. 15 thèmes différents regroupent ici une centaine de pièces de collection et d'archives. L'influence de Coubertin, la place des femmes, le paralympisme et bien évidemment les grands noms de l'histoire des Jeux. Nous avons donc cherché lequel d'entre eux a marqué le plus les esprits, et côté athlète étranger, pas d'Usain Bolt ou de Michael Phelps, mais un certain Carl Lewis. J'ai suivi un peu les Jeux Olympiques du temps de Carl Lewis par exemple, qui est un athlète bien sûr américain, mais qui est un des athlètes les plus titrés des Jeux Olympiques. Et du côté français, Tiner, le judoka, quoi. C'est vraiment lui qui marque son époque. Puis il y a eu Mimoun, il y a eu des gens comme ça, oui, ceux-là, oui. Puis peut-être la gazelle, l'escrimeuse, quoi. Des visages qui ont marqué leur génération, voire au-delà. Pour beaucoup, l'exposition a forcément ravivé de vieux comme de récents souvenirs. Alors moi j'étais présent à Londres, parce que j'étais chef de délégation de l'équipe de France, et on a gagné la médaille d'or sur le dernier jour. Donc il y a un moment donné, on voit les handballeurs, ça m'a rappelé de très bons souvenirs, puisque j'ai gagné avec eux cette médaille d'or à l'époque. Ça a ravivé Albertville, où on avait eu la chance de voir cette magnifique cérémonie d'ouverture créée par des Coufflets. Et c'était innovant, c'était complètement différent des autres éditions. Et donc on était fiers à ce moment-là d'être là. L'exposition se clôture avec cette rétrospective des affiches. Après 1924, celle des prochains Jeux de Paris manque encore à l'appel. En attendant, vous pouvez toujours profiter de ce périple à travers le temps jusqu'au 10 octobre.
Une belle immersion qui, bien sûr, ne vous a pas tout dévoilé. Je vous invite à vous rendre sur place encore toute cette fin de semaine pour découvrir l'exposition. En revanche, des perturbations sont à prévoir ce jeudi. La CFDT Fonction publique appelle les personnels de la petite enfance à faire grève. À nouveau, le but, réclamer des revalorisations salariales, de nouvelles embauches et de meilleures conditions de travail. À Metz, les prévisions font état de seulement 2 cantines scolaires ouvertes sur les 68 établissements de la ville. La maternelle Chanteclair et l'élémentaire Claude Debussy, pour les citer. Le périscolaire du matin sera également impacté pour une quinzaine d'établissements. Le soir, l'aide aux devoirs ne sera pas assurée dans de très nombreuses écoles. Autre actualité, le prix du tabac va encore subir non pas une, mais bien 2 hausses de prix d'ici 2024, avec des paquets qui seront vendus en moyenne 11 €. C'est une décision gouvernementale dans le cadre du projet de financement de la sécurité sociale. La Première ministre a donc annoncé une augmentation de 50 centimes en 2023, puis 35 centimes en 2024. Si Elisabeth Borne affirme que ces hausses de prix doivent prendre en compte l'inflation, la hausse de 4,9% à compter de l'année prochaine reste toutefois en dessous de cette dite inflation, estimée à 5,3% pour l'année en cours selon l'INSEE. Peut-être que vos années fac sont loin derrière vous, mais pour d'autres, c'est encore d'actualité. Et parmi le quotidien des universitaires, les jobs étudiants pour gagner un peu d'argent à côté de ses études. Au sein de l'Université de Lorraine, des offres sont à pourvoir. Bonne ou mauvaise idée? Réponse dans ce reportage. Victor, 24 ans, est étudiant en Master 2 Information Communication. À côté de ses études, il vient de signer un job étudiant de 20 heures par semaine, rémunéré 500 € net par mois au sein même de l'Université de Lorraine. Il y avait une volonté aussi un petit peu d'émancipation, de gagner un petit peu d'argent tout simplement. J'aimais l'idée aussi de pouvoir simplement mettre ma part en travaillant et en pouvant payer la nourriture, l'électricité, Internet, les achats du quotidien. Concilier à la fois études et job étudiant, c'est possible, surtout quand celui-ci s'intègre à votre parcours professionnel. C'est le cas de Victor, avec des missions multiples. Ça va être d'assister en fait tout simplement les programmateurs et animateurs, donc en préparant le matos, en réalisant des formats, des formats visuels pour les réseaux sociaux, pour tout ce qui est affichage, communication, mettre en place, ranger, proposer des idées, essayer de parler avec des étudiants pour faire en sorte que les projets émergent et puissent se faire. Des projets qui seront par la suite travaillés par Antoine. Le dernier en date, cette émission en direct diffusée sur la plateforme Twitch. Aujourd'hui, cet ancien étudiant du campus est devenu salarié à la suite de son job étudiant. Je ne m'y attendais pas forcément. Après, peu à peu, j'ai quand même pris des responsabilités. Les choses se passaient très bien. Donc ça n'a pas non plus été une surprise qui est sortie de nulle part. Mais la transition s'est très bien faite parce qu'en fait, je suis resté avec les mêmes collègues et puis voilà, ça se passe très bien. Lors de son job étudiant, Antoine était assistant de communication. Il s'occupait principalement de réaliser les visuels pour des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je développe mes propres projets. Il y a aussi un emploi étudiant qui travaille avec moi. Et on développe des activités qui sont en ligne. Donc on a créé une nouvelle maison d'étudiants qui est en ligne, qui s'appelle la IMDE. Donc il y a des activités sur Discord, des activités sur Twitch, sur Minecraft. Et voilà, on part sur plein de nouveaux projets et c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses à faire. L'Université de Lorraine propose ainsi des emplois réservés à ses étudiants. Ils sont répartis en 8 branches d'activité. Sur le campus de Metz, des offres sont encore à pourvoir. Le mercredi, on fait la part belle à l'environnement et aujourd'hui, l'énergie solaire sera mise en lumière. La commune de Creutzwald est dotée d'un réseau de chaleur urbain depuis 1996. Depuis, plusieurs unités de production ont été raccordées à ce réseau. Chaufferie gaz, utilisation de la chaleur produite par les moteurs de la centrale électrique et depuis 2 ans, un parc solaire thermique qui permet de chauffer plusieurs dizaines de bâtiments communaux, des écoles mais aussi des entreprises privées. Reportage. 379 panneaux solaires installés sur une surface de 6000 m². Ce parc solaire thermique est le plus grand de France. Situé à Creutzwald, sur une ancienne friche industrielle, il permet à la commune de réaliser des économies de chauffage. Car contrairement aux panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité, ces modèles-là servent à alimenter le réseau de chauffage urbain. Le fonctionnement est vraiment très simple. Ce sont des panneaux de quelques millimètres d'épaisseur dans lesquels on fait circuler de l'eau,
glycolé, qui est réchauffé par les rayons du soleil quand il fait beau comme aujourd'hui. Et donc ça nous permet en entrée de panneau de rentrer avec une eau à 60 degrés, de ressortir à environ 90 degrés. C'est cette eau chaude là qui est ensuite injectée dans le réseau de chauffage urbain pour alimenter les différents clients. Cette eau, chauffée à 90 degrés, est ensuite stockée dans une immense cuve de 2000 m3, ce qui permet de la restituer lorsque cela est nécessaire, y compris le soir ou la nuit lorsqu'il n'y a plus de soleil. Une technique qui permet de réaliser des économies, car contrairement au tarif du gaz, qui connaît une flambée historique depuis le début de la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie solaire est indépendant de la situation géopolitique mondiale et promet donc de rester stable durant 10 à 20 ans. Alors à Creutzwald, on se réjouit d'avoir une telle structure. Quand vous payez nettement moins cher à Creutzwald que la moyenne nationale, je pense qu'on ne peut qu'être enclin à venir s'installer en tant qu'entreprise sur le secteur de Creutzwald. Tout le monde s'y retrouve, c'est du gagnant-gagnant. Parmi les utilisateurs du chauffage urbain, les établissements scolaires, des entreprises du Parc Sud et le stade nautique de Creutzwald. Cet été, les bassins de l'établissement ont pu être entièrement chauffés à une température de 28 degrés grâce au parc solaire. En plus de réaliser des économies sur la facture, cela facilite aussi l'entretien. Il n'y a plus d'entretien sur les chaudières, sur les brûleurs et tout ce qui s'ensuit. Voilà, on a simplement une pompe qui nous fait circuler l'eau à travers l'échangeur pour pouvoir ramener l'eau du parc vers chez nous. Voilà, c'est tout. Autant d'avantages qui confortent le maire de Creutzwald à poursuivre ses investissements dans les énergies vertes. Il est question de faire une unité de biomasse qui nous permettra de produire encore plus de chauffage urbain. Ce projet est en cours, il trouvera son aboutissement, je dirais, dans les prochaines années. En attendant que ce projet se concrétise, le parc solaire thermique a déjà permis de réduire l'utilisation de gaz naturel d'environ 17%. L'énergie solaire a donc encore de beaux jours devant elle. Un peu de culture maintenant. Chaque mercredi, Alicia Hublot vous invite à ouvrir la boîte à malice dès 19h. Au programme du jour, du hard rock avec la sortie du premier album du groupe Antekao, mais également un focus sur la nouvelle saison du carreau à Forbach. Une programmation exigeante pour tous qui joue la carte de l'éclectisme, comme l'explique ici son directeur Grégory Covin. Bien sûr, il y a des maîtres mots, il y a bien sûr la pluridisciplinarité, ça c'est important. Il y a la volonté d'être dans une grande diversité esthétique aussi. Comme je dis toujours, il n'y a pas de racisme esthétique. Et ça construit l'identité de la programmation. Et ensuite, après, bien, c'est les propositions qui sont comme ça imaginées par les artistes et qui me paraissent être en accord avec ce que j'ai envie de proposer. Alors voilà, après, il y a aussi des questions plus pratiques comme de calendrier, de coûts et tout ça. Ben, ça fait une espèce d'équilibre qui donne la saison. Oui. Avec une grande part, vous le disiez, donc qui est faite à la pluridisciplinarité, avec elle donc au théâtre et à la danse. Je trouve qu'elle est très très présente, avec un éclectisme aussi là qui est. Alors c'est marrant, beaucoup de gens disent qu'il y a beaucoup de danse. Ouais. En fait, si vous comptez les propositions, c'est assez équilibré, théâtre, danse. C'est qu'il n'y en a peut-être pas ailleurs en fait. J'en sais rien. En tout cas, bon, moi je viens d'abord des arts de la danse, hein, encore avant des arts de la musique, mais j'ai travaillé beaucoup dans les institutions chorégraphiques, notamment la dernière dans laquelle j'étais. C'est vrai que j'ai une appétence pour les arts du corps. C'est aussi, on est une scène transfrontalière et je crois que bien sûr on a des outils comme le surtitrage, etc. Mais je crois que voilà, la danse, elle peut dépasser facilement les barrières de langage puisque c'est le corps qui s'exprime, on a tous le même corps d'une certaine manière. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que le corps était présent, mais c'est équilibré quand même. Un entretien à découvrir en intégralité ce soir à 19h dans la boîte à malice et sur le site internet www.moselle.tv. Ils sont âgés de 16 à 21 ans et ont décidé de mettre un premier pied à l'armée, et plus particulièrement en intégrant un stage au sein de la préparation militaire marine. Cohésion, travail d'équipe et possibilités pour leur avenir. Ces formations sont très appréciées parmi les jeunes. Immersion en images avec l'une des dernières promotions. Entre 16 et 21 ans et ils montrent déjà leur engagement pour l'armée. Depuis le mois d'octobre, les jeunes rejoignent leurs instructeurs ici au quartier Coilin situé à Metz. Ils suivent la préparation militaire marine.
Elle est composée de 12 séances sur l'année pour apprendre les bases de la formation militaire et découvrir ses différents métiers. Ce dispositif-là, en tout cas ce programme-là, au-delà de formation théorique et maritime et militaire, on va vraiment leur apprendre à fonctionner ensemble. Donc ils arrivent, ils sont un petit groupe et ils vont repartir avec vraiment un esprit d'équipage. On va travailler sur l'esprit d'équipe, l'entraide. Et là on le voit sur ces séances de sport, on est vraiment sur de la cohésion. Ce stage militaire concerne la Marine nationale, un choix qui était évident pour beaucoup de jeunes participants, comme Charline et Steven. La semaine, ils suivent leur année scolaire classique au lycée et le week-end, ils participent à cette initiation. Parce que j'ai ma famille qui est dedans. Donc mon tonton, il est moniteur pilote d'hélicoptère dans la marine. Et ma tata, ça a été la première maître nageuse à l'école de Mestrance. Du coup, voilà, ça m'attire aussi. Le fait de beaucoup voyager, contrairement aux autres armées. Et il y a une meilleure cohésion, je trouve. Au niveau de la PMM, on peut voir en train de faire du sport là-bas. Tous ils sont très bien. Et voilà, juste l'esprit d'équipe, on est tous soudés, toutes les valeurs qu'il y a au sein de la marine. J'ai aussi choisi la marine nationale parce que c'est l'armée qui ouvre le plus de portes parmi l'armée française. Ça gèle. Et le froid, ça brûle. Donc si vous mettez les mains... En effet, la marine nationale compte environ 80 métiers dans 12 environnements différents. Cette préparation militaire marine leur offre une première expérience. Ils suivent une formation au premier secours, découvrent la navigation, les manœuvres, le tir, un programme complet. Par la suite, les jeunes peuvent s'engager ou intégrer la réserve. L'objectif pour la marine, recruter 4000 nouveaux marins par an en France. Ça permet surtout d'avoir des recrutements qui sont qualitatifs, puisqu'on a des jeunes qui savent déjà dans quoi ils mettent les pieds, puisqu'ils ont déjà eu cette formation initiale. Donc oui, sur l'aspect, tant sur l'active que sur la réserve, ça va nous permettre de recruter plus facilement et de manière plus qualitative aussi. Durant cette formation, les stagiaires peuvent aussi participer à leur première cérémonie militaire, par exemple lors de commémorations. Ils ont aussi passé 5 jours au port de Toulon pour découvrir la vie de marins à bord, au cœur de l'activité. Car en Moselle, la mer n'est évidemment pas présente. En effet, on n'est pas à côté de la mer, mais par contre, le vivier, en tout cas de candidats, est bien présent. Pour preuve, en début d'année, 4 Lorrains se sont engagés dans la marine nationale. On quitte les rangs de la marine pour le football messin. Comme promis, je vous propose de rejoindre nos deux invités au cœur de la FIM, Régis Hector et Marc-Antoine Deroubet, qui vont nous parler de leur BD L'Exploit, mettant en lumière le FC Metz de 1984. Et comme chaque jour, nous sommes au cœur de la FIM, donc Foire internationale de Metz, avec deux invités, comme je le disais ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes sortis de votre bulle pour parler de L'Exploit, cette BD que je tiens entre mes mains et que j'ai lue avec une attention toute particulière parce que vous évoquez une période que je n'ai pas connue et vous traitez d'une thématique avec laquelle je ne suis pas très friande, voilà, pour le coup. Mais ça m'a donné un très bel aperçu de ce qu'était le club messin dans les années 1984. Cette BD évoque bien, le match entre les Grenats et le FC Barcelone. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler de cette période de l'histoire du club ? C'est une demande du FC Metz en fait. Ils m'ont un jour téléphoné, m'ont demandé, voilà, on voudrait faire, pour fêter les 90 ans du club, on voudrait faire une BD emblématique sur une des plus belles pages du club. Donc ils avaient choisi eux de faire le FC Barcelone, que moi j'ai connu. Parce que j'étais là, je l'avoir connu. Et tout de suite, je me suis raccroché avec Marc-Antoine, qui est lui un grand fanat de foot et un super scénariste, pour m'accompagner dans l'histoire. Alors vous avez connu cette période, Marc-Antoine, pas vous. Justement, comment est-ce que vous l'avez vécu, cette découverte de cette partie de l'histoire du club messin ? Alors, je la connaissais déjà à travers les supporters qui l'ont connue. Et j'ai eu énormément d'échos sur cette rencontre. Ce qui fait que c'était une découverte évidemment et en même temps je la connaissais. Donc lorsque Régis m'a parlé de ce projet, je lui ai dit écoute, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, ayant eu pas mal d'échos sur cette rencontre et puis en même temps étant fan de foot et de Metz, j'ai dit ok, on va travailler sur cette rencontre. Et puis bon, j'ai pas connu, je suis né en 88, 4 ans plus tard, mais je suis assez nostalgique aussi des années 80, donc
on a décidé de travailler ensemble sur ce projet. Alors concrètement, comment s'est passée la réalisation de cette bande dessinée? Vous vous êtes appuyé sur des archives, sur des témoignages justement, comment ça s'est passé? Pas mal d'archives. Moi, j'ai beaucoup cherché pour le dessin à quoi ressemblait Metz à l'époque. J'ai aussi regardé, enfin, même si j'en avais le souvenir et je savais à quoi ça ressemblait, mais il fallait quand même que j'ai de la doc photo, par exemple sur les voitures, parce que je ne pouvais pas me tromper là-dessus. Bon, tous ces petits détails. Et pour l'écriture de l'histoire, Marc-Antoine, lui, c'est sûr qu'il a dû avoir des archives, notamment au Républicain Lorrain, dans la presse papier de l'époque. Puis on trouve ensuite pas mal de choses aussi sur Internet. Et puis il a eu le plaisir, je vais le laisser raconter parce qu'il a eu un grand plaisir. Oui, alors j'ai eu la chance de rencontrer les joueurs. Alors j'ai insisté, parce que évidemment, reprendre à travers les articles, les archives, pour moi, il manque le côté humain. Et c'est vrai que quand on rencontre les joueurs et qu'on peut les interviewer et puis récolter leur mémoire, je trouvais ça important. Puis c'est votre métier de journaliste aussi. C'est mon métier de journaliste aussi. Puis je trouvais ça important aussi de retranscrire au mieux ce qui s'est passé. Alors à travers les pages, la cinquantaine de pages de cette BD, on suit bien sûr les entraînements, les matchs aussi du championnat de France, avec avant la grande confrontation bien sûr sur les terres barcelonaises, mais aussi des moments de la vie des supporters. Il y avait un juste équilibre à trouver. Alors oui, il y avait un juste équilibre. Alors à l'initiale, quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, on tenait tous les deux à ce que ça soit pas uniquement que du foot, mais aussi une histoire d'homme. Et en même temps raconter comment les supporters, eux, l'ont vécu. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et c'est vrai que trouver un équilibre, c'est pas évident. Bon, on a réussi à le trouver, j'espère. Les lecteurs verront bien, mais on l'a trouvé. Et c'est vrai que j'ai eu aussi l'opportunité de rencontrer des supporters qui étaient au match. Donc ils m'ont raconté chacun leur expérience pendant cette rencontre et comment ils l'ont vécu. Et donc finalement, comme vous le dites dans la 4e de couverture, c'est une épopée aussi humaine. Alors pour vivre ou revivre cette épopée justement du FC Metz en Coupe d'Europe face à un adversaire de taille, eh bien je vous incite à vous procurer cette BD, à retrouver en ligne bien sûr, mais aussi dans la boutique du FC Metz pour la somme de 15,90 €. Pour terminer notre entretien, peut-être un point sur les projets, vos projets, une autre BD autour du foot ou autre chose? Si celle-ci marche bien, je pense qu'on pourra faire un tome 2 parce que le club a aussi d'autres belles pages à raconter. Et puis sinon, tous les deux, oui, on a pas mal de projets, notamment un sur un conflit actuel qui nous est pas très éloigné, on va dire. Voilà. Pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer. Mais merci beaucoup, messieurs, d'être revenus aussi sur cet ouvrage et à bientôt. Merci. Merci. Et pour terminer cette édition, focus sur un exercice grandeur nature demain aux arènes de Metz. Attentats et prise d'otages. Sur place seront présents de nombreuses structures de sécurité et de secours, comme la gendarmerie départementale, les sapeurs-pompiers, le service d'aide médicale d'urgence du CHR, le service de déminage et bien entendu le RAID, ce qui permettra de tester des procédures type pour répondre de manière adéquate en cas d'événement et pouvant entraîner de nombreuses victimes. En raison de cet exercice, la circulation autour des arènes sera modifiée. Pas de piétons ni de voitures avenue Louis le Débonnaire entre la rue de l'Amphithéâtre et François Mitterrand. La gare routière restera accessible quant à elle. Et puis merci de nous avoir suivis. Juste après, retrouver l'émission Face à Face avec Jean Milon qui accueille Cédric Schramm, un passionné de sport présent à de nombreuses compétitions, toujours accompagné de sa fameuse banderole Sarreguemines. Et bien sûr, à 19 h, c'est Alicia Hublot qui vous dévoile de belles pépites culturelles. Très belle soirée sur Moselle TV.